Les maladies psychiatriques sont somatiques. Et oui, ce sont des maladies qui touchent le corps, on sait maintenant qu'elles sont multisystémiques, d'accord. Et si ce n'était pas des maladies du soma, du corps, c'est quoi? C'est des pathologies de l'âme, c'est des pathologies du caractère. Bon. Évidemment, depuis des décennies, les données qu'on a accumulées en recherche nous indiquent effectivement le corps au niveau multisystémique, au niveau inflammatoire. Jocelyn vous a montré des images du cerveau avec des impacts notamment sur les circuits émotionnels. Donc il y a des dysfonctionnements et ça se passe bien dans le corps et pas ailleurs. Voilà. Donc en fait, on devrait parler de comorbidité, de complications, en tout cas de troubles non psychiatriques comme dans toutes les autres spécialités. Probablement aussi que la déstigmatisation et le changement des représentations passent aussi par le changement des termes qu'on va utiliser. Voilà. Bien. Et donc, pour cette session importante, parce qu'il y a énormément de comorbidités à ces pathologies psychiatriques, vous avez deux spécialistes qui vont intervenir. Tout d'abord, je vais donner la parole à Madame Ophélia Gaudin sur le syndrome métabolique chez les patients atteints de troubles bipolaires, puis à Romain Issig sur la prévention des comorbidités addictives, donc qui est psychiatre et addictologue, pour répondre notamment à la question de Madame, mais peut-être aussi à d'autres personnes. Donc, Ophélia est épidémiologiste et chercheuse à la Fondation Fondamentale et dans l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. Elle a de nombreuses publications scientifiques sur ce champ de recherche et a un intérêt tout particulier par les facteurs environnementaux et les troubles métaboliques, justement, dans les troubles psychiatriques et en particulier les troubles bipolaires. Alors, le syndrome métabolique, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une maladie en soi, hein. Il désigne plutôt la présence d'un ensemble de perturbations à la fois cliniques et biologiques qui accroissent le risque de diabète de type 2, d'accident vasculaire cérébral et de maladies cardiovasculaires en général. Alors, depuis la première définition par l'OMS en 1999, il y a eu un certain nombre de propositions faites pour la définition du syndrome métabolique. Et puis, il y a un peu plus de 10 ans, la Fédération internationale du diabète a regroupé un groupe d'experts afin d'établir un consensus sur une définition unique qui permettrait à l'ensemble des pays de se mettre d'accord. Et donc aujourd'hui, on considère qu'un individu a un syndrome métabolique s'il présente au moins 3 des critères suivants. Donc l'hypertension, des taux élevés de triglycérides, un faible taux de cholestérol, une obésité abdominale, donc un tour de taille élevé, ou des taux de glycémie élevés. Donc l'ensemble de ces paramètres sont modulés à la fois par des facteurs génétiques qui en favorisent l'expression, mais également par des facteurs environnementaux comme les habitudes alimentaires ou l'exercice physique. Alors pourquoi on s'intéresse au syndrome métabolique? Parce qu'on sait en population générale que c'est un important facteur à la fois de morbidité et de mortalité cardiovasculaire, et également de diabète de type 2. Et des études épidémiologiques ont montré que la présence du syndrome métabolique augmentait par 2 et par 3 la morbidité et la mortalité cardiovasculaire et multipliait par 5 le risque de développer un diabète de type 2. Par ailleurs, les études montrent également que le syndrome métabolique confère un risque cardiovasculaire supérieur à chacune de ses composantes isolées. Chez les individus atteints de troubles bipolaires, on sait que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès avec le suicide. Des études ont montré que l'espérance de vie des patients atteints de troubles bipolaires était réduite de 10 ans comparée à la population générale et probablement due très certainement à ces maladies cardiovasculaires. Et par ailleurs, de plus en plus d'études montrent et suggèrent que le syndrome métabolique serait associé à un taux plus élevé de rechute et également, globalement, un moins bon fonctionnement et un moins bon pronostic. Alors, la prévalence du syndrome métabolique dans la population générale, alors bien sûr, elle dépend de la définition utilisée et également de la population étudiée, mais globalement, elle est estimée plutôt autour de 25 à 30% chez les adultes aux États-Unis et 10% chez les adultes en France. Chez les individus atteints de troubles bipolaires, les études montrent qu'elle est 2 fois plus élevée qu'en population générale. Il y a une récente méta-analyse qui a montré une prévalence autour de 37% dans cette population-là. Alors, comme on peut voir sur le graphique, hein, ça varie beaucoup en fonction du pays, avec 30% en Europe et ça monte jusqu'à 64% en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cependant, l'ensemble de ces études, elles ont été faites sur des faibles échantillons, sur des sous-groupes de patients également, donc soit troubles bipolaires de type 1 ou uniquement les hommes. Et il n'y a aucune étude française qui a été faite jusqu'à aujourd'hui.
Par ailleurs, les études se sont peu intéressées aux facteurs de risque, donc aux facteurs qui pouvaient augmenter cette prévalence dans cette population, en prenant en compte à la fois l'ensemble des comorbidités, mais également la sévérité de la maladie ou encore les traitements. Donc l'objectif de cette étude était donc d'estimer la prévalence du syndrome métabolique chez les individus atteints de troubles bipolaires en France, d'en identifier les facteurs à la fois sociodémographiques, cliniques, mais également les traitements qui pouvaient influencer cette prévalence, et puis d'évaluer le gap entre les soins optimums et puis la réalité des soins chez les individus atteints de troubles bipolaires. Donc pour cela, on a travaillé à partir d'un échantillon de 654 patients issus de la cohorte des centres experts fondamentaux. Vous avez déjà entendu parler de ces centres experts. Il s'agit donc de plateformes de diagnostic et de dépistage créées par la Fondation fondamentale et le ministère de la Santé afin d'améliorer le diagnostic et le suivi des patients atteints de troubles bipolaires. Donc, il s'agit d'un bilan sur 2 jours réalisé par une équipe multidisciplinaire qui comprend à la fois un bilan exhaustif de l'histoire de la maladie, des symptômes, mais également un bilan neuropsychologique et un bilan sur les comorbidités qui permet à la fin de proposer aux médecins référents des stratégies thérapeutiques personnalisées. Et puis, c'est également un même lieu pour articuler les soins et la recherche. Donc très rapidement, je vous ai présenté ici les principales caractéristiques des patients étudiés. Donc 56% étaient des femmes, l'âge moyen était de 42 ans, 47% environ étaient atteints de troubles bipolaires de type 1, 39% de troubles bipolaires de type 2, avec un début de maladie plutôt autour de 25 ans. Et puis dans 2 tiers des cas, le type du premier épisode était la dépression. Donc sur cette diapositive, vous avez les principaux résultats, donc la prévalence du syndrome métabolique. Je vous ai mis ici donc la prévalence du syndrome métabolique avec la définition de la Fédération internationale du diabète, donc 23% dans cet échantillon. Et je vous ai rajouté également la prévalence avec une autre définition qui est plus utilisée aux États-Unis, mais globalement, on voit bien que ça tourne autour de 20%. Et si on s'intéresse à la différence entre les hommes et les femmes, on voit bien que les hommes ont une prévalence plus élevée, avec 30% chez les hommes et plutôt 20% chez les femmes. Ici, vous avez la relation entre le syndrome métabolique et l'âge. Donc, sur la courbe verte, vous avez les résultats pour l'ensemble de la population. On voit bien que plus les individus sont âgés, plus la prévalence du syndrome métabolique augmente. C'est vrai à la fois chez les hommes et chez les femmes. Mais si on regarde un peu mieux, on se rend compte que finalement, avant 40 ans, il n'y a pas trop de différence. La prévalence, elle est la même pour les hommes et pour les femmes, et c'est après que l'écart se creuse. Et si on s'intéresse non plus à la prévalence du syndrome métabolique, mais plutôt à la prévalence de ses composantes, on voit que 35% des individus avaient une hypertension, 33% ont des taux de cholestérol HDL bas, 29% une hypertriglycéridémie, 16% des taux élevés de glycémie et 35% une obésité abdominale. Encore une fois, si on s'intéresse aux différences entre les hommes et les femmes, on voit que les hommes ont tendance à avoir plus d'hypertension, donc c'est la colonne bleue, plus d'hypertriglycéridémie et sont plus souvent en surpoids que les femmes. À l'inverse, les femmes ont plus d'obésité abdominale, donc c'est la colonne rose, et plus d'hyperglycémie. Sur cette diapositive, je vous ai présenté le pourcentage de patients traités pour leur pathologie cardiovasculaire. Et on voit bien que peu importe la condition, donc hypertension, hypercholestérolémie ou alors des taux élevés de glucose, quasiment 2 tiers des patients ne sont pas traités pour leur pathologie. Donc en foncé, c'est le pourcentage de traitement. Donc vraiment, on voit bien que voilà, quasiment plus de 70% ne sont pas traités pour leur pathologie cardiovasculaire. Et ensuite, on s'est intéressé à quels étaient les facteurs qui pouvaient influencer ce syndrome. Alors, comme on l'a déjà vu ensemble, les hommes sont plus à risque, avec un risque 2 fois plus élevé d'avoir un syndrome métabolique. L'âge joue un rôle important aussi, avec un risque quasiment 5 fois plus élevé chez les individus de plus de 48 ans. On s'est intéressé à l'ensemble des symptômes et à la sévérité de la maladie, mais elle ne semble pas influencer la prévalence de ce syndrome.
Concernant les autres comorbidités, on s'attendait à une relation avec le tabac qui est très retrouvée dans la littérature et on n'a pas observé dans notre échantillon d'association. Par contre, comme attendu, on a une relation entre l'indice de masse corporelle et la prévalence de ce syndrome. Donc chaque augmentation d'un point à l'indice de masse corporelle augmente de 30% le risque d'avoir un syndrome métabolique. Et pour finir, on s'est intéressé au traitement et on voit que les patients qui sont traités par antipsychotiques atypiques, donc de seconde génération, ont un risque quasiment 3 fois plus élevé d'avoir un syndrome métabolique. Donc en résumé, on a montré que la prévalence du syndrome métabolique en France était autour de 20%, ce qui est consistant avec les données de la littérature, bien que légèrement plus faible comparé aux autres pays européens. Ces différences, elles peuvent s'expliquer à la fois par des différences de style de vie, donc les habitudes alimentaires, l'activité physique, mais également la consommation de tabac ou d'autres drogues, et puis également à l'accès aux soins et aux pratiques médicamenteuses. On a montré que ce syndrome métabolique était augmenté avec l'âge chez les individus, chez les hommes, et puis qu'il était associé aussi avec un indice de masse corporelle élevé et la présence d'un traitement antipsychotique de seconde génération. Et par ailleurs, cette étude illustre vraiment la large proportion de patients atteints de troubles bipolaires non traités pour leur pathologie cardiovasculaire. Alors il faut quand même rester prudent sur l'interprétation de nos résultats. Ça reste une étude transversale. Ça veut dire qu'on regarde à la fois les facteurs de risque et la maladie, donc ici le syndrome métabolique au même moment. Donc c'est difficile d'établir des relations de cause à effet. Par ailleurs, nos patients ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble des individus atteints de troubles bipolaires en France, et notamment les patients institutionnalisés ou ceux qui ont des symptômes sévères ne font pas partie de cette étude. Cependant, ça reste une étude qui a été faite sur un large nombre de sujets, avec un diagnostic bien évalué, et surtout, c'est la première étude en France. Donc, comme on a montré, voilà, il n'y a pas d'exception française. Le syndrome métabolique est élevé chez les individus atteints de troubles bipolaires 2 fois plus qu'en population générale. Et ça souligne le besoin à la fois de prévenir et de traiter les pathologies cardiovasculaires pour diminuer la mortalité qui est liée à ces maladies somatiques et puis pour améliorer la qualité de vie et l'évolution de la maladie. Donc, depuis quelques années, un certain nombre de recommandations ont été faites. La prise en charge du syndrome métabolique doit vraiment être multifactorielle, avec un monitoring régulier et systématique de l'ensemble des paramètres du syndrome métabolique. On propose des recommandations sur les habitudes alimentaires, l'exercice physique, la diminution de la consommation de tabac et puis la diminution du poids également. Les traitements psychotropes utilisés pour traiter les troubles bipolaires doivent être choisis avec soin en mesurant l'impact de certains médicaments sur la prise de poids. Et puis, ça la souligne également surtout l'interaction entre la nécessité d'une meilleure interaction et une meilleure coordination entre l'ensemble des acteurs de soins, et en particulier les psychiatres et les médecins généralistes. Et je termine sur cette enquête qui a été réalisée par la Fondation fondamentale en lien avec Doctissimo, qui justement, dans ce contexte de mauvaise prise en charge, essaye d'étudier les liens entre la santé mentale et la santé physique. Vous avez juste ici des petites plaquettes avec des flashcodes. On accède assez facilement, c'est très rapide, et ça nous permettrait d'avoir plus d'informations par rapport à ça. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup, Ophélia. Et également, vous savez que dans certains centres experts, il y a des groupes de prévention ou de traitement du syndrome métabolique. On appelle ça des ETP, syndrome métabolique. Et donc, on essaye aussi d'être actif sur ce syndrome qui est pourvoyeur de maladies cardiovasculaires, qui est malheureusement la première cause de mortalité chez les gens qui en souffrent. Romain Issic est psychiatre addictologue au département de psychiatrie de médecine addictologique à l'hôpital Lariboisière Fernand Vidal. C'est également un chercheur spécialisé sur les troubles de l'humeur et les addictions. Il travaille à ce titre-là au CNRS, à l'Institut Pasteur, dans le but d'identifier des facteurs cliniques et génétiques associés au comportement suicidaire chez les patients souffrant d'addiction et de troubles psychiatriques. Ici, Romain va aborder le terme de cette comorbidité, usage de substances et troubles bipolaires, avec des éléments de soins spécifiques basés sur la littérature scientifique actuelle. Voilà.
Bien, bonjour à tous, merci beaucoup Pierre et merci beaucoup pour l'opportunité aujourd'hui de parler devant vous de ce sujet qui me tient à cœur et pas qu'à moi, qui est très important. Tout d'abord, j'ai eu pour la transparence quelques honoraires ponctuels de quelques laboratoires. Alors, on ne peut pas parler des comorbidités addictives, malheureusement, sans redéfinir ce que peut être une addiction. On va être très rapide, mais c'est très important. D'abord, est-ce que c'est un vice, une faiblesse, une question de volonté ou un manque de volonté? En fait, la question peut être posée, parce que beaucoup de gens se la posent encore. La réponse, c'est que c'est plutôt une maladie de la volonté, bien au contraire, et que ça a été très bien démontré assez récemment, en fait, qu'en modifiant le vocabulaire associé aux addictions, on générait des attitudes différentes chez les soignants, y compris chez les soignants même spécialisés dans les addictions. Donc c'est très important de revenir là aussi à un certain vocabulaire. Les questions de définition en psychiatrie sont encore très importantes. Donc ça a toutes les caractéristiques d'une maladie, une addiction, malheureusement. On préférerait à la limite que ce soit un vice ou une faiblesse. Malheureusement, c'est bien une maladie. C'est très fréquent de par le monde, globalement. Ça touche probablement tous les domaines de la vie. Ça peut toucher la santé non psychiatrique, ça touche énormément les personnes qui souffrent d'autres troubles psychiatriques. Ça touche énormément l'environnement, les familles, le travail, les revenus, le logement, même pour les personnes les plus fragiles. Donc c'est vraiment un sujet très important. Et en fait, quand on regarde un petit peu de plus près, on s'aperçoit qu'on peut voir quelques similitudes avec le trouble bipolaire. Juste, c'est anecdotique, mais c'est plutôt chronique, là aussi malheureusement. Ça alterne des phases de rémission et des phases de rechute. Dans les phases de rémission, il y a souvent des symptômes résiduels. Alors dans les addictions, les symptômes résiduels, c'est assez souvent les conséquences de ce qui s'est passé pendant les phases de crise. Symptômes résiduels, c'est-à-dire qu'on se retrouve sans argent, sans travail, très isolé. Enfin, et surtout, comme dans le trouble bipolaire, et ça fait partie de la façon dont on peut aider les patients à ne pas rechuter, il y a des prodromes, il y a des signes annonciateurs de rechute, des phases de stress, identifier les situations à risque. Et donc tout ça fait que l'intrication entre ces deux troubles a des similitudes. Alors ensuite, qu'est-ce qui peut donner lieu à addiction? En fait, c'est pas tout. C'est-à-dire que tout ne peut pas donner lieu à addiction. Les classifications sont là pour, en tout cas en progressant avec la recherche, nous montrer ce qui peut être considéré comme une substance ou une activité potentiellement addictive ou non, puisque dans les classifications récentes, les jeux d'argent ont rejoint la classe, on va dire, des addictions. C'est normal, il y a des arguments génétiques, des arguments d'imagerie, des arguments cliniques. Les personnes qui souffrent d'addiction aux jeux d'argent ont exactement les mêmes caractéristiques que celles qui souffrent d'addiction avec des substances. Donc alcool, tabac, cannabis, opiacés. Alors surtout, l'héroïne, ça peut paraître un petit peu exotique, sauf la consultation spécialisée où je travaille, mais les opiacés, c'est aussi beaucoup les antidouleurs, et on n'a pas la même épidémie qu'aux États-Unis avec les antidouleurs hyper puissants, mais la codéine, qui est en vente libre, en tout cas certaines formes, est un opiacé tout à fait addictif. Les phényléthylamines et la cocaïne, ce sont des stimulants. Les benzodiazépines, évidemment, c'est les médicaments anxiolytiques qui sont une classe tout à fait addictive et qui posent problème dans le trouble bipolaire, on va y revenir un petit peu, et donc les jeux d'argent, comme je vous le disais. Donc la liste là est quasiment exhaustive, il manque la caféine et certaines substances addictives qui signalent, ainsi que les hallucinogènes, mais qui donnent des addictions, enfin globalement, soit qui sont peu addictives, les hallucinogènes c'est peu addictif, heureusement, et la caféine c'est plutôt très addictif, mais les conséquences sont à ce jour, ce qu'on n'en connaît pas, majeures sur le comportement. Quoique dans le trouble bipolaire, ça reste à vérifier. Alors les addictions, comment ça se développe et qu'est-ce que c'est la différence entre une addiction et un usage normal? C'est hyper important pour le sujet d'aujourd'hui et surtout si on s'occupe de personnes qui ont des troubles bipolaires. Après un premier usage, on arrête ou on continue. Un usage répété non dommageable qui concerne par exemple en France, la majorité des personnes qui boivent de l'alcool régulièrement ont un usage répété non dommageable. Ou alors de temps en temps, il y a un dommage. On est malade le soir, on n'est pas bien le lendemain, voilà, on jure qu'on ne recommencera pas. On recommence en général, mais c'est... Voilà, en tout cas, on peut s'arrêter. Et qu'est-ce qui caractérise en fait l'usage normal? C'est qu'il est modulable, c'est-à-dire qu'il tient compte de l'environnement et de ses propres expériences. Typiquement, la cocaïne, par exemple, qui est la première cause d'infarctus encore chez les moins de 35 ans. A priori, si c'est la première fois qu'on en prend, et ça, on ne peut pas le savoir avant, on fait un infarctus, normalement, on n'y revient pas. Ça veut dire qu'on était normalement dans l'usage, on n'a pas les facteurs de risque, on est dans l'usage normal. Donc on se dit, bah non seulement l'effet était pas mal, mais 2 semaines de soins intensifs de cardiologie, 3 mois de rééducation pour un truc à 70 € le gramme, non, je ne vais pas recommencer.
Mais c'est vraiment comme ça qu'on se... Et avec les alcools, enfin, je dis ça parce que c'est une substance très répandue, voilà, chacun aussi fait en fonction de lui et des horaires. Là, par exemple, un exemple qu'on prend souvent en enseignement, c'est on se dit, là, si je passe dans les rangs avec du vin ou autre, normalement, on va trouver ça assez bizarre, quoi. Alors que s'il y a une grande fête organisée pour la fin des journées mondiales du trouble bipolaire, même si aujourd'hui le thème, c'est la prévention des comorbidités addictives, donc c'est pas un encouragement, mais... Voilà, donc c'est vraiment l'environnement et les expériences du sujet, c'est hyper important. Et donc les expériences du sujet, vous comprenez que si on est atteint de trouble bipolaire et qu'on s'est aperçu que, par exemple, si on prenait trop souvent de l'alcool sans avoir d'addiction, on avait tendance à faire des dépressions dans les semaines qui suivent, là aussi, le message, c'est de dire, ben, désolé, vous n'avez pas d'addiction à l'alcool, mais vous, il semble que votre trouble bipolaire soit sensible à l'alcool du côté dépressif, donc il vaut mieux pas continuer comme ça. On va voir que c'est un peu ce type d'état d'esprit qu'on peut appliquer dans ce domaine. Une addiction, en revanche, c'est un usage qu'on appelle compulsif, c'est-à-dire qu'il devient un petit peu automatique, autonome, il ne tient plus compte de l'environnement et des expériences, et du coup, comme on ne tient plus compte des problèmes qu'on a eus, on accumule les dommages. Hein, on fait 3, 4, 5 infarctus sous cocaïne, c'est pas si fréquent, heureusement, les infarctus sous cocaïne, mais quand même. A priori, 100% des personnes qui ont ce type de symptômes d'addiction ont déjà essayé d'arrêter, et l'ont fait, parce que malheureusement, ce n'est pas le plus dur d'arrêter. Le problème, c'est que ça entraîne des rechutes, et là, c'est vraiment des phénomènes automatiques, cérébraux, qui font bien penser à une maladie. Du coup, ce qu'on sait aussi, c'est que c'est vraiment les facteurs environnementaux qui vont être assez déterminants dans le premier usage et l'usage répété dit normal. C'est les copains qu'on a, l'âge qu'on a, la société, la législation. Et en revanche, ce qui va faire qu'on va passer dans l'addiction, c'est plutôt des facteurs individuels. C'est pas 0 et 100%, hein, mais quand même. Donc des facteurs, par exemple, biologiques. Et donc le trouble bipolaire fait partie de facteurs plutôt individuels, on va dire, en tout cas une fois qu'on l'a développé, qui vont être à risque de transition entre l'usage et l'addiction. Donc ça, c'est hyper important de poser ces bases-là. On ne peut pas en faire l'économie pour parler de ça. Dans le trouble bipolaire, et on n'est pas là pour faire... parce que si on veut, on peut passer 1 heure à faire le relevé des choses très déprimantes liées aux conséquences d'addiction dans le trouble bipolaire. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est très fréquent. Au moins la moitié des patients, et si on prend en compte tabac et jeux d'argent, on est probablement aux 2/3. Et il faut prendre en compte ces deux problèmes-là aussi. Les addictions, ça augmente la sévérité du trouble, des hospitalisations, des épisodes plus longs à traiter, etc., etc. Ça limite l'efficacité du traitement. Les traitements marchent moins bien quand il y a une addiction associée. Par contre, ce qui est très important pour le message d'aujourd'hui, c'est que l'usage de substances addictives, les premiers usages, ça débute avant l'âge moyen de début du trouble bipolaire. On a vu, c'était vers 25 ans, par exemple, dans la cohorte fondamentale telle qu'Ophélie Gaudin l'a étudiée. Eh ben, l'usage de tabac, d'alcool et de cannabis, ça commence avant et bien avant. Sauf que l'addiction au tabac, peut-être pas, mais en tout cas alcool, cannabis, ça commence plutôt après 25 ans. Et quand on a un trouble bipolaire, ça a tendance à accélérer ce début, probablement. Donc on voit bien là qu'il y a une fenêtre de prévention. Alors une fois qu'on a repéré la fenêtre, c'est une autre paire de manches pour l'appliquer, mais en tout cas, c'est important. Alors là, beaucoup de flèches pour dire quoi? Pour dire que, par rapport à ce message-là, on peut imaginer, vous voyez, si on fait un modèle qui est très personnel, hein, que j'ai basé sur des données de la littérature, mais ça vient de moi, ce modèle, hein, des personnes à haut risque, notamment à l'adolescence ou en fin d'adolescence, qui sont particulièrement émotives, très impulsives, voire qui ont franchement un trouble qu'on appelle l'hyperactivité avec déficit attentionnel, qui ont fait un épisode dépressif caractérisé précoce, avant 25 ans, avant 20 ans, si ce n'est avant 15 ans, par exemple, qui ont des antécédents familiaux, bien évidemment, au premier degré de trouble bipolaire, et qui ont subi des traumatismes dans l'enfance. Et je crois que vous avez vu que beaucoup aussi, les abus émotionnels sont quelque chose sur lequel on est en train de réfléchir. Là, on a des personnes à haut risque de développer un trouble bipolaire, et très clairement, ces personnes-là, il est très important de leur conseiller de même pas commencer, probablement, hein, c'est la prévention primaire, tabac, alcool, cannabis. Donc c'est la première opportunité de prévention. Malheureusement, les personnes avec ce type de symptômes, c'est souvent celles qui ont le plus envie de commencer. Parce qu'elles se disent, ça va me soulager, ça va me stimuler, etc., etc. Donc là, il y a une vraie zone sur laquelle travailler. Parce que, comme je vous disais, le fait d'utiliser ces substances, et ça a bien été rappelé que le cannabis, ça favorise le fait de développer un trouble bipolaire à début précoce à partir de cette situation à risque. Et une fois qu'on a le trouble bipolaire à début précoce et qu'on est déjà utilisateur de substances addictives, on a plus de risques de développer l'addiction par rapport à quelqu'un qui n'avait pas de trouble bipolaire. Donc là, on n'est pas loin de la double peine. C'est un constat qu'on est forcé de faire. Mais heureusement, il y a ici une deuxième zone de prévention qui va être, je pense surtout le sujet là, de la présentation, qui est
quand on a développé le trouble bipolaire, comment on fait pour aider quand il n'y a pas encore une ou plusieurs addictions? Comment on va faire pour aider à ce que ça n'arrive pas? Et on a des éléments pour essayer de répondre à la question. Quelques éléments. Alors, des principes généraux. Comment prévenir? D'abord, repérer et diagnostiquer. Si on ne pose pas la question, évidemment, on ne sait pas. Mais c'est comme dans le syndrome métabolique. Si on ne fait pas les prises de sang et qu'on ne mesure pas le tour de taille, on peut dire oui, la personne est peut-être un peu en surpoids, mais on ne sait jamais si elle a un diabète, on ne sait jamais si elle a des critères de syndrome métabolique. Alors les outils pour dépister les usages problématiques de substances sont plutôt très bons et s'appliquent assez bien au trouble bipolaire. Malheureusement, dans l'autre sens, quand on a quelqu'un qui a une addiction au premier plan, les outils pour dépister le trouble bipolaire, dans ces cas-là, ils sont plutôt très mauvais. Et c'est plutôt des entretiens, voilà, des suivis cliniques beaucoup plus complexes, j'allais dire, avant d'avoir un diagnostic. Attention, parce que on fait beaucoup attention, et chez les psychiatres non addictologues, j'allais dire, c'est vraiment l'idée attention, ne pas surdiagnostiquer le trouble bipolaire, tout le monde n'est pas bipolaire, bon d'accord. Mon commentaire, c'est que tout le monde n'a pas d'addiction. Et que quelqu'un, pendant un épisode maniaque, qui consomme des quantités astronomiques de ceci, cela, qui dépense tant au casino, etc., 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 c'est pas pour ça qu'il a une addiction. Il y a d'autres critères, et donc c'est important parce que ce n'est pas les mêmes traitements non plus. Parce que si l'addiction est diagnostiquée, là, ça veut dire un suivi un peu plus spécialisé, enfin un peu plus compliqué. Idéalement, la prise en charge, elle doit être, et là c'est aussi un autre sujet complexe, intégrée, c'est-à-dire par la même équipe, donc les deux troubles par la même équipe, voire par la même personne idéalement. Simultanée, c'est-à-dire on attaque tout en même temps. C'est pour ça que le diagnostic, c'est hyper important. Mais une fois qu'on l'a, on y va. C'est-à-dire que, ah oui, mais s'il boit, il ne prendra pas son lithium. Bah oui, mais en même temps, s'il ne prend pas son lithium, il ne le prendra jamais, il ne sera jamais traité. Donc il y a un moment, voilà, il faut commencer. Lithium ou autre régulateur d'humeur. Prise en charge donc intensive, les meilleurs traitements pour l'ensemble des troubles. C'est pas, ah oui, tiens, je lui aurais bien mis, je reparle du lithium, parce que vraiment, il a bien le profil, etc., etc. Mais en même temps, comme il prend du cannabis, qu'est-ce que tu en penses? On va plutôt mettre un peu un antipsychotique juste pour voir, c'est plus pratique, et puis on verra plus tard. Bah non, prise en charge intensive. Et en fait, c'est un état d'esprit, on parlait aussi un peu de déni tout à l'heure, d'abord basé sur les connaissances, parce qu'on en a, et sur ce qu'on appelle l'entretien motivationnel, c'est-à-dire la capacité à aborder les sujets sans se présenter trop comme un expert, on va dire, même si on l'est, et c'est bien qu'on le soit, et pour aider justement le déni à s'apaiser et bien poser toutes les questions, mais de façon très tranquille. Et on peut mettre, c'est ce qui s'était dit tout à l'heure, 6 mois, 1 an, au bout d'un moment, on finit par avoir les infos. Ah bah oui, j'ai peut-être un trouble bipolaire, puis en fait, peut-être que le tabac, ça serait bien de s'en occuper. Même si ça met 1 an, voilà, au moins, on laisse la porte ouverte et on continue à évoquer le sujet, et c'est comme ça qu'on peut avancer. De façon plus spécifique, il faut personnaliser la prise en charge et définir des priorités et des choses qui sont possibles. Par exemple, les profils sont différents. On a maintenant des données en fonction des consommations de substances et de ce que ça provoque comme complication dans le trouble bipolaire. Alors c'est en moyenne, ce n'est pas valable strictement pour chaque personne. Malheureusement, on aimerait avoir plus de pouvoir prédictif. Mais est-ce qu'il y a des tentatives de suicide? Eh bien, si oui, c'est plutôt associé à de l'impulsivité, à du tabac et à de l'alcool. Là aussi en moyenne. Donc ça veut dire qu'on ne va pas s'acharner sur les 3 joints par semaine. Ce n'est pas non plus un encouragement, les 3 joints par semaine, mais on ne va pas s'acharner sur les 3 joints par semaine si à côté de ça, c'est beaucoup de tabac, pas mal d'alcool et des histoires de tentatives de suicide. Ce n'est pas logique par rapport aux connaissances qu'on a. La polarité prédominante du trouble, s'il n'y a que des épisodes maniaques et beaucoup de cannabis, eh ben, il faut probablement s'acharner sur le cannabis parce que c'est plutôt associé à des épisodes d'excitation. Anxiété, impulsivité, labilité émotionnelle, une hyperactivité à traiter en tant que telle quand vraiment le diagnostic a été fait. Donc voilà, du côté de l'humeur, on peut définir quelques profils. Du côté des substances, eh ben, on ne le répétera jamais assez, et ça c'est des données récentes, traiter intensivement l'addiction au tabac. Le tabac, c'est associé aux tentatives de suicide, ça ne cause pas les tentatives de suicide, mais probablement ça interagit avec l'impulsivité pour en augmenter la fréquence. Mais encore une fois, ça ne cause pas les tentatives de suicide, l'usage de tabac. C'est très associé aux autres addictions, et on a montré en fait dans la cohorte que les femmes souffrant de troubles bipolaires qui avaient aussi une addiction au tabac, elles avaient le même risque que les hommes d'avoir les autres addictions. Alors que si vous faites la même chose chez des personnes qui n'ont pas de troubles bipolaires, les hommes, ils ont 4, 5, 6, voire 10 fois plus de probabilité d'avoir des addictions. Donc le trouble bipolaire plus le tabac, ça rapproche totalement les sexes par rapport aux addictions. Et enfin, c'est très important, ça a été montré très récemment dans une très très grosse étude, enfin faite en 2 fois, même s'il n'y a pas tant que ça de bipolaire en fait dans l'échantillon, mais ça c'est une parenthèse, que le traitement du tabac, il est aussi efficace quand on a un trouble bipolaire que quand on n'a pas de trouble bipolaire, et c'est valable pour les médicaments et pour la nicotine à libération prolongée, comme par exemple par les patchs. Donc c'est aussi efficace. Donc il faut le faire. Usage d'alcool et anxiolytiques, attention à l'automédication.
Ah, mais comment je fais pour dormir si j'ai pas bu? Bon, c'est enfin, favoriser, dire, bah oui, je vous comprends. Ce serait comme de dire, bah, quand vous êtes maniaque, quand vous vous sentez euphorique, vous avez raison, donc on va pas traiter. Voilà, bah là, c'est la même chose. Ah oui, l'alcool, vous sentez que ça vous fait du bien, bah donc je m'en occupe pas. Excusez-moi d'avoir posé la question. Non, surtout pas. Par contre, c'est avec l'entretien motivationnel qu'on va lever le déni et qu'on va avancer un peu doucement. Et enfin, détecter l'usage de jeux d'argent en dehors de la manie, puisque pendant la manie, ça peut arriver et ça peut ne pas être du tout une addiction. Donc en gros, personnaliser, définir des priorités, pas s'acharner sur des produits qui ne sont pas problématiques par rapport à l'histoire de la personne et à ce qu'on connaît de la science, on va dire, et aussi des possibilités. Ça veut dire, l'alcool et le tabac me font beaucoup de mal, vraiment docteur, le tabac je ne le sens pas, mais l'alcool, vous avez raison, il faut que je diminue. Bon, bah, à ce moment-là, on y va. Et surtout, quand vous allez augmenter, quand les personnes vont sentir qu'elles arrivent à moduler leur comportement, ça va vraiment faire boule de neige aussi sur d'autres addictions. Et on voit par exemple souvent que quand on commence par dire réduisez l'alcool, on réfléchira après, les personnes qui y arrivent finissent par souhaiter arrêter complètement. Parce qu'elles ont senti qu'il y avait une possibilité. Et pour ça, il faut être motivé, il faut savoir pourquoi on diminue l'alcool. Vous diminuez l'alcool parce que, par exemple, vous avez les triglycérides trop élevés, que c'est un vrai facteur de risque. Ou alors, 2, vous diminuez l'alcool parce que vous faites trop de dépression, que vous avez pourtant des médicaments qui, normalement, devraient être efficaces. Donc, probablement, l'alcool, chez vous, fait que vous répétez les dépressions, et donc, il faut vraiment réduire. Et on évalue le résultat avec la personne, c'est-à-dire que si elle a fait tous ces efforts, dans les 6 mois à 1 an, on doit voir le taux de dépression, la durée des dépressions, voire la sévérité des dépressions diminuer. Et on dit, vous voyez, les efforts que vous avez faits, ils se traduisent par rapport à ce que je vous avais dit. Du coup, il y a beaucoup trop de flèches par rapport à l'heure qui tourne, mais en fait, c'est le même message graphiquement. Juste pour vous rappeler quand même sur cette étude qui a évalué la dangerosité relative des substances en fonction d'un panel d'experts. En bleu, les dommages faits aux personnes, et en rouge, les dommages faits à autrui, donc c'est la somme des deux sur les colonnes. L'alcool a été largement classé comme la substance la plus toxique, en fait, qui existe. C'est au moins important de rappeler ce message. Le reste, c'est ce que j'ai dit juste avant, mais avec des flèches. Il existe pour tout ça des programmes psychothérapeutiques innovants, individuels ou de groupe, et ce matin, vous en avez vu, je crois, quelques-uns, pour plusieurs symptômes qui sont associés, mais aussi, il existe quelques programmes, on en a développé un dans le service sur les bases de ce qui avait été fait aux États-Unis en 2007, pour traiter entièrement, on va dire, les personnes avec comorbidité, addiction et troubles bipolaires. Mais c'est important aussi de pouvoir proposer, voilà, pour l'impulsivité, pour l'habilité émotionnelle, etc., etc., comme ça, des modules un peu composites, on pourrait dire, pour aider à prévenir ces comorbidités. Ça marche aussi chez les adolescents, même si dans cette étude sur 6 adolescents, sur 3 mois, personne n'était perdu de vue, ça c'est important, ça veut dire que c'est potentiellement, c'est faisable. Ça se focalise sur l'environnement, parce que ça, vous verrez ça cet après-midi, c'est qu'il y a aussi des moyens de se focaliser sur les conséquences environnementales de tout ça, et ça aide à aller mieux. Mais en tout cas, dans ces séances focalisées sur la famille avec des adolescents, il y avait une réduction significative avec une forte taille d'effet, comme on dit, des symptômes psychiatriques, et hors addiction, malheureusement, l'usage de cannabis n'avait pas bougé. Donc c'est très fréquent et c'est grave. Ça, on ne peut pas y échapper à ce constat. Cependant, on déplore aussi un manque d'essais thérapeutiques chez les personnes qui ont cette situation de comorbidité. Il y en a vraiment très peu et pas assez. Mais finalement, on s'aperçoit en lisant bien toute la littérature qu'on connaît bien les facteurs de risque de développer, de passer d'un usage à une addiction quand on a un trouble bipolaire. On les connaît finalement assez bien. Et il existe des outils disponibles pour prévenir et traiter ces facteurs. Par contre, il faut les développer. Ça veut dire faire des études de coûts pour montrer que, et on espère, que le rendement est bon. C'est-à-dire qu'en fait, à moyen terme, on est meilleur en ayant coûté un peu cher en développant un programme à la fin. Voilà, ça c'est important. Et surtout, augmenter l'accès d'abord à la formation, parce que l'entretien motivationnel, thérapie de pleine conscience, l'accès n'est pas toujours facile, surtout pour la pleine conscience. Et nous, on a l'impression que ça marche un petit peu dans cette comorbidité. Mais aussi dans les services, avec plus de temps, évidemment, plus de personnel dédié.